Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une interview qui a été faite sur la chaîne lestrap.ch, donc qui est une web radio très sympathique. Le journaliste, c'est Philippe Ducarreau, c'est un ancien de la TSR, très très connu, et il a été assez gentil pour m'accorder environ 1 heure pour expliquer un petit peu comment je voyais le survivalisme et ce qu'il en était. Donc là, je suis de retour en Espagne. Je vous offre un peu un bruit de la mer. C'est reposant. Donc voilà. Pour l'interview, je voulais préciser 2 points, donc 2 ou 3 points. En fait, elle a été faite au mois de fin avril, début mai, plus ou moins, juste après les tirs d'un prétendu survivaliste sur la gendarmerie. Et donc les journalistes étaient assez contre les survivalistes, ça m'a permis d'exprimer un petit peu une vision différente. J'ai un autre point, lors d'une des questions, j'ai un peu bloqué parce qu'il s'agissait en fait de thèmes extrêmement privés, donc d'un décès d'une personne de ma famille, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc voilà, j'espère que vous aimerez l'interview et puis vos commentaires sont les bienvenus. À très bientôt. Bien, le plaisir de recevoir aujourd'hui, je dois l'avouer, quelqu'un qui me fascine un petit peu quand même, parce qu'on va parler de survivalisme. Or, d'abord, je n'ai rien à survivaliste, je le dis très franchement, et en plus de ça, c'est quand même quelque chose qui... Il y a beaucoup de choses que l'on colporte au sujet du survivalisme, il y a des idées préconçues, il y a des idées vraies, sans doute des idées fausses. Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus, donc on va faire le tour de la question aujourd'hui avec Michel Garcia, 55 ans, qui a bien bourlingué, je crois, dans sa vie, qui a touché à pas mal de choses, mais qui aujourd'hui, enfin il est très social, on va le dire comme ça, mais qui aujourd'hui a trouvé dans le survivalisme finalement, je ne sais pas, on peut appeler ça quoi, une manière de vivre ? Alors oui, c'est une manière de vivre dans le sens où on vit dans un monde qui est en perpétuelle évolution, et puis ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les gouvernements ne sont pas capables de gérer toutes les situations. En fait, en Suisse, on avait dans le bulletin téléphonique toute une série de pages faites par la protection civile qui nous disait les stocks de nourriture qu'on devait avoir, de manière à pouvoir tenir quelques jours s'il y avait un problème quelconque au niveau de la distribution ou dans une zone. On a eu des cas en Valais, si mes souvenirs sont bons, on a eu de la boue qui a coulé, qui a carrément envahi une ville, l'armée a dû intervenir. Donc faire face à ce genre de choses, et c'est une prise de conscience en fait. Je me souviens, ma grand-mère me disait toujours oui, il faut avoir une poire pour la soif. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les gens ont perdu ce réflexe qu'avaient nos anciens. C'est un petit peu ce qui m'a amené dans ce cheminement au niveau du survivalisme ou du préparationnisme, en fait, car les deux sont liés. Alors, on va préciser pour les personnes qui ne connaîtraient pas vraiment ce que signifie le mot survivaliste, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui ? Alors, le survivalisme est une doctrine qui a été faite aux États-Unis dans les années 60 par Kurt Saxon et qui était vraiment en relation avec les risques atomiques. Faut remettre dans le contexte donc la guerre froide, le vilain communiste, les Russes en fait, et donc l'ex-URSS. Et c'était dans cet état d'esprit. Donc les Américains sont vraiment axés beaucoup plus sur les armes. Je dirais que les Européens, c'est une question de culture en fait. Ils ont un accès beaucoup plus facile, même si en Suisse, chaque citoyen qui a fait son armée a une formation militaire de milicien en fait. Donc ça, c'est le côté survivaliste, c'est axé sur les armes aux États-Unis. Et ce qu'on appelle le préparationnisme, c'est plutôt axé, je dirais, au niveau de pouvoir gérer une situation complexe, avec, sans compter sans aide extérieure. Typiquement, vous avez une panne de courant dans une ville, comme ça c'est déjà produit, il y a des furets qui s'introduisent par exemple dans les lignes haute tension. Le transformateur, il y a une panne qui se déclenche, la ville reste dans le noir. Si vous n'avez pas une lampe de poche ou une bougie, vous restez dans le noir. Donc en gros, le survivalisme, c'est apprendre des techniques de survie, voire même des rudiments des notions médicales par exemple, pour pouvoir réagir en tout temps. Tout à fait. Je dirais qu'il y a une mode qui consiste à aller refaire des stages dans la forêt, dans la verte, comme on dit. Les meilleures chances qu'on a de survivre en cas de catastrophe, c'est de rester à l'endroit où on est. Parce qu'à l'endroit où on a toutes nos affaires, où on a les gens qu'on connaît autour de nous, on a un petit noyau en fait. Et c'est ce petit noyau qui va nous aider à aller de l'avant.
Donc, typiquement, c'est le meilleur moyen d'avancer, c'est d'avoir un réseau social important autour de vous. Des gens qui seront présents en cas de difficulté. Est-ce qu'on est survivaliste ou bien on le devient? On le devient. Alors quel a été le motif? Alors moi je me trouvais en Roumanie et je me suis trouvé confronté à un choix décisionnel où il n'y avait pas de bonne décision. Ça a été un choc énorme et je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas immortel et que des petites choses pouvaient nous amener dans une situation qui serait catastrophique. Vous pourriez être plus précis sur cet exemple? C'est très personnel. Disons que j'avais vraiment deux mauvais choix. Et le choix que j'ai pris a été pour aider l'autre, mais moralement, c'est moi qui ai été impacté. Donc c'est quelque chose qui reste, qui vous marque. Et ça a été le déclic de me dire, bah tiens, j'avais pas prévu ça, maintenant je dois vivre avec. Qu'est-ce qui peut se produire d'autre que je ne pourrais pas gérer? Ça a été le déclic, j'ai commencé à chercher sur Internet, à me mettre en contact avec des gens sur des forums, à apprendre, à trouver des bases, à voir ce qui me manquait. En fait, c'est une curiosité, il faut rester curieux de tout et se rendre compte qu'on a un manque de connaissances qui est énorme. À l'heure actuelle, on a une technologie avec l'Internet, avec tout ce qui est à disposition. On trouve toutes les informations qu'on veut. Donc une fois qu'on a ces informations, on peut s'exercer et avancer. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, on se construit. Ça va faire depuis 2009 que je suis dans le milieu, je dirais. Donc ça me donne vraiment un bon background au niveau technique. J'ai pu tester pas mal de choses, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mettre en place des choses très simples, une pharmacie assez complète, des gestes médicaux, typiquement comme les Samaritains, on apprend c'est ce qu'on apprenait quand on passait le permis de conduire, je ne sais pas si c'est encore valable là. Me renseigner auprès des voisins, rester en contact avec eux, les personnes âgées, toujours être aimable. En fait, le lien social est vraiment quelque chose d'essentiel. On se rend compte on dit que les survivalistes sont des gens qui sont égoïstes. En fait, non. Parce que notre connaissance, en cas de catastrophe, elle sera au service de la communauté. Et pourtant, l'image n'est pas toujours très bonne. Déjà, rien que le terme survivaliste, c'est très impressionnant. Or, finalement, pour certaines petites choses de la vie, vous faites déjà du survivalisme. On peut donc dire que vous avez plutôt un plan B ou un plan C. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une très bonne définition pour éviter de faire peur aux gens. En fait, le problème à l'heure actuelle, je dirais, avec les médias mainstream, c'est qu'on cherche à faire du sensationnalisme. Donc, de choses simples, on va faire un amalgame, typiquement avec l'affaire Mia. Moi, je ne vois pas ce que le survivalisme a à faire là-dedans. C'est un divorce qui se passe mal, une garde qui est mal supportée, qui est mal partagée. Et bon. Mais c'est vrai qu'on dérange, parce que les gouvernements aiment bien, tout au moins les gouvernements en Europe, aiment bien avoir le contrôle sur les populations. Donc à partir du moment où vous sortez de ce moule, où vous ne dépendez pas du gouvernement ou des autorités locales, vous vous rendez compte que vous posez un problème. Mais là, vous ne parlez pas uniquement de santé ou autre. Là, quand j'entends ce genre de discours, on sent que le survivalisme est quand même pas mal porté aussi sur l'autonomie et l'indépendance par rapport au système économique global. Tout à fait. Je prends le cas que j'ai eu en Espagne, donc quand il y a eu le problème avec le coronavirus. Le 13 janvier, parce que j'ai des contacts sur les 5 continents, ce qui me permet d'avoir pas mal d'informations et je dirais d'anticiper ce qui va se produire. Donc le 13 janvier, j'ai eu une rencontre avec le chef de la police dans la ville où je suis, en Espagne, le chef de la protection civile. J'ai dit les problèmes qui allaient se poser, qu'on devait faire des stocks de masques, des stocks de désinfectants, des stocks de gants, des lunettes de protection. Et le 23 janvier, quand on a eu les problèmes qui sont arrivés, eh bien, il n'y avait rien de tout ça. Le chef de la police est venu à la maison en me disant, écoute, on a tel problème, j'ai pas les moyens de mettre des patrouilles à l'extérieur parce que j'ai rien. Est-ce que tu peux nous aider? Bah oui, j'ai pris dans mes réserves et j'ai pu aider. On a pu constituer 3 patrouilles, avec des binômes en fait. 24 heures sur 24, donc il faut fournir les désinfectants, les gants, les masques. Et ils n'avaient rien. Donc,
ça a pris les gens par surprise, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que ce qui se passait en Chine, c'était de la rigolade, et que rien ne se produirait chez nous. Michel Garcia, en tant que survivaliste, et en ce temps de pandémie, est-ce que vous aviez le nécessaire, ou est-ce que vous aviez préparé le nécessaire pour éviter de subir cette pandémie? Alors, j'avais préparé le nécessaire. C'est un peu provocateur, mais... Non, mais j'étais mal préparé. J'étais mal préparé parce que de toute façon, les virus, ce sont des éléments qui se collent partout. On a 40 millions de virus par mètre cube d'air, donc de toute façon, le corps est habitué à vivre avec. Et là, en l'occurrence, comme je sortais pour faire les achats pour les personnes âgées, il faut savoir qu'on avait ordre de ne pas sortir. Le minimum, il fallait rester chez soi. Je sortais faire les achats, donc il y avait du monde. Et j'ai dû l'attraper sur les habits, même quand je rentrais à la maison, il y avait une procédure pour enlever le masque, les lunettes de protection, les gants, se laver, etc. Mais ça restait sur les habits. Or, typiquement, vous sortez, vous devriez laver les habits à 60 degrés à chaque fois, ou avec une pastille de désinfectant. La nourriture, les emballages avaient aussi du virus dessus, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai attrapé la première version du virus. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure en arrivant que vous l'aviez eu 3 fois. Oui, tout à fait. Donc l'hyperprotection, elle reste relative. C'est relatif, bien sûr. Disons que vous allez vous balader. Le milieu est contaminé, d'accord? Si on regarde, si on veut vraiment se protéger contre les virus, il faut avoir des combinaisons de type ce qu'on a dans le Laborspitz, donc qui vous protègent totalement, avec tous des protocoles qui vous permettent de désinfecter la combinaison quand vous sortez. Des labos, ce qu'on appelle de type P4, et là, oui, vous serez protégé. Mais pour, je dirais, la personne moyenne, ce type de protection ne va rien apporter. Aujourd'hui, quelqu'un qui est interpellé par vos propos, qui vous entend en ce moment, il va d'abord sans doute ramener un éventuel problème à son niveau. On ne va pas encore parler de catastrophe naturelle, parce qu'à la base, c'est quand même, ça date de la guerre froide, le survivalisme, on peut dire tout à fait ça, c'est pas un hasard si ça vient des États-Unis, années 60 à peu près. On parle de catastrophes naturelles, de crises sanitaires, etc. etc. Aujourd'hui, je pense que la population est beaucoup plus sensible. On voit de plus en plus de catastrophes, en tout cas on a l'impression qu'il y a de plus en plus de catastrophes. Donc aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous êtes un groupuscule, presque une secte, excusez-moi le terme, essayant de convaincre que finalement il faut changer radicalement le monde, ou est-ce que finalement c'est un peu égoïste comme vous l'avez dit tout à l'heure et vous pensez d'abord à vous? Alors, une secte, disons, le mot me fait rigoler. On va prendre... C'est aussi ce qui se dit. Hein. Oui, bien sûr. On va prendre un exemple tout simple. Une personne qui travaille et puis qui se trouve dans une situation, et bien voilà, il perd son travail, il a peu d'économies, et sa femme le quitte, il se retrouve dans un divorce. Cette personne, son monde va totalement s'effondrer. D'accord? Il peut se retrouver SDF. Or, les SDF sont des survivalistes. Ils sont tout le temps dans la rue, ils doivent se débrouiller pour trouver à manger, ils doivent se débrouiller pour trouver un endroit où dormir, être en sécurité. Donc, quel meilleur exemple qu'un SDF on peut avoir comme survivaliste? C'est impressionnant, les compétences qu'ils ont dû développer pour survivre en dehors d'un endroit protégé. Vous me donnez un petit truc, simplement. Donnez-moi un exemple concret. Pas justement, vous êtes SDF, pour vivre, mis à part faire la manche, vous faites quoi? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend des compétences de chacun. On peut mettre en place un système de troc, c'est-à-dire on peut demander de la nourriture, par exemple, vous avez un jardin, je vais vous tailler vos arbres, ou je vais vous arracher la mauvaise herbe, et puis en échange, vous me donnez quelque chose à manger, ou un peu d'argent, quelque chose qui me permette d'avancer. Ce que j'ai vu en Espagne, donc les gens qui font la manche, parce qu'il y a pas mal de problèmes, ils essaient toujours de rester dignes, parce que c'est pas facile en fait. On se met en dehors de la société, et puis on dépend totalement d'elle, en définitive. On dépend du bon vouloir de l'autre, donc l'image qu'on a, c'est pas celle d'un survivaliste, et pourtant, c'est vraiment ça. J'ai le cas d'un ami qui vivait à l'étranger,
Il est revenu à Genève avec sa femme et ses enfants. La femme a décidé de divorcer le jour même. Et s'est retrouvée à la rue, sans rien. SDF, en l'espace de quelques minutes. Donc imaginez-vous le choc psychologique, comment on peut réagir, les problèmes qui vont se poser. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que je dis que le lien social est quelque chose d'essentiel. Mais quand je vous entends parler comme ça, j'ai l'impression finalement qu'alors vous devez vivre constamment dans la crainte, dans la peur qu'il vous arrive quelque chose, puisque vous essayez d'avoir des plans B dans toutes les situations de vie. Alors, il ne peut pas y avoir de plan B, mais prenons un exemple. Les gens qui vivent à Genève, du côté du barrage de Verbois, plus bas, il y a un plan B qui existe avec les sirènes d'alarme pour si le barrage lâche. Ils ne vivent pas dans la crainte. On est conscient de ce qui peut se produire. Pour moi, ce n'est pas une crainte, c'est une analyse des risques qui existent. Dans la zone où je suis, j'ai un ensemble pétrochimique à environ une trentaine de kilomètres. À 40 km, il y a une centrale nucléaire. À 50 km, il y en a une deuxième. J'ai un compteur Geiger qui me permet de détecter s'il y a un problème au niveau de la radioactivité, parce que j'ai vu que les compétences des autorités ne sont pas efficaces. C'est une réalité. Lorsqu'il y a eu donc le problème avec le coronavirus, ils ont fait faux sur toute la ligne. Ils n'avaient pas le matériel, ils n'ont rien pu faire. J'ai dû suppléer à leur manque. Donc je me dis, si moi je peux être prêt, au moins je peux agir. Alors justement, concrètement, pour suppléer aux autorités dans le cadre du coronavirus, vous avez fait quoi ? J'ai fourni pour la police les gants, les masques, le désinfectant. J'ai donné des conseils, comment il fallait agir, comment il fallait se protéger. Bon, il faut savoir, donc j'étais à Genève chef suppléant du détachement assistance de la protection civile. J'ai eu énormément de formations. J'ai des contacts avec le monde militaire, côté de Berne, côté Zurich. Donc il y a un échange constant, ce qui fait que ça permet d'anticiper certaines choses. Par exemple, lorsque la Suisse a commencé à développer, on a eu un problème en Suisse de manque d'alcool, comme dans les autres pays pour les désinfectants, et qu'on a commencé à remettre en marche donc, les caves à vin pour produire de l'alcool, etc. J'ai eu l'information 2 jours avant, ce qui m'a permis de la transmettre aux autorités en Espagne. Ils n'ont rien fait. Mais j'ai pu passer l'information. Et de ce qui se passait en Espagne, je pouvais passer l'information en Suisse. Il faut nous considérer comme des liens. En fait, on a des réseaux qui sont importants. C'est ce que j'allais vous dire, vous avez un réseau. Voilà. J'ai un réseau, je vois ce qui se passe en Amérique du Sud, je vois ce qui se passe en Chine, je vois ce qui se passe en Russie, je vois ce qui se passe en Europe. Et ça permet de faire tourner très très vite l'information. On pensait qu'il allait y avoir une catastrophe sanitaire en Afrique. Or, l'Afrique, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a plusieurs raisons. L'âge de la mortalité en Afrique est de 53 ans, la moyenne. En plus de ça, avec la malaria, etc., ils sont habitués à prendre l'hydroxychloroquine. Ils prennent ça contre la malaria comme si c'était des sugus. Ouais. Vous ne pensez pas que finalement cette image, parfois un petit peu écornée qu'il y a du survivalisme, provient aussi du fait que l'on a peut-être mis trop de barrières, trop de protections sur certains points et qu'on n'a pas été assez attentif sur d'autres points. Je vous donne un exemple qui fait sourire tout le monde. Ça fait sourire à l'étranger, ça fait même sourire pas mal de Suisses, c'est l'obligation d'avoir son abri anti-atomique. C'est une bonne chose. L'abri anti-atomique, c'est bien. Elle est où la bombe ? C'est même pas une question de bombe. C'est même pas une question de bombe. Vous avez un incendie. Vous pouvez vous reloger dans l'abri. Ça ne sera pas commode. C'est un plan B. C'est pas commode, c'est un plan B. Non, les abris correspondaient c'était le concept des années 60-70. Donc chaque citoyen suisse devait avoir sa place protégée. Ce qui est bien, en définitive, ça nous a permis de voir beaucoup de choses, de développer une industrie, parce que ça se vend aussi à l'étranger. On avait toute la partie filtration, la Suisse est à la pointe pour tout ce qui est les problèmes chimiques, météorologiques, etc. Je ne sais pas si vous étiez à Genève quand on a eu la fuite de brome à Firmenich. On en a parlé, oui. Bon, c'était très drôle. Il y avait les voitures de police qui se baladaient avec les haut-parleurs en train d'informer la population de rester à l'intérieur. Ils avaient les masques à gaz, etc. Bon, à l'époque, on n'avait pas cette mode du survivalisme.
Je dis mode parce que les gens y viennent, et en fait, de tous les gens qui s'intéressent au survivalisme, on va dire entre 3 à 5% font effectivement la démarche de se préparer. Vous avez des réserves de nourriture chez vous? Ça dépend, j'allais vous poser la question, je voulais faire le tour de vos armoires. Alors, donc en Espagne, j'ai des réserves de nourriture pour 6 mois. Donc des conserves. Beaucoup de conserves. Des conserves, de l'eau, j'ai des filtres. J'ai un ruisseau qui n'est pas très très loin. Donc ça me permet de filtrer l'eau. J'ai du matériel suisse, Catadine, qui permet de filtrer, qui est excellent. C'est un investissement. Je veux dire, voilà, on va considérer ça aussi comme un hobby quelque part. Ce que vous ne dépensez pas en alcool et en cigarettes, vous pouvez le dépenser dans autre chose. Moi, je le dépense dans des moyens qui me permettent de me protéger moi et ma famille. Mais là, ça, ce sont des. Si vous dites pendant 6 mois, je peux survivre, ça veut dire que vous vous attendez à une grosse catastrophe. Vous vivez quand même dans la crainte d'une énorme catastrophe, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit une nouvelle guerre. Vous vivez là-dedans. Vous avez vu la France et le papier de toilette? Il n'y avait pas qu'en France. Il n'y avait pas qu'en France, d'accord. Ici aussi? Oh. Bon, moi j'ai vu les magasins, les rayonnages vides. Oui, ici aussi. Et très vite, au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien. Voilà. Les gens se battaient pour des rouleaux de papier toilette. Alors, ce qui se passe, c'est que notre système de distribution, c'est ce qu'on appelle le just-in-time. Ce qui veut dire que s'il y a un pépin à un moment donné, la distribution ne va pas se faire. Or, les magasins sont prévus pour avoir 3 jours de réserve de nourriture. Au bout de 3 jours, vous n'avez plus rien. Donc vous allez manger votre voisin. Ouais. Bon, ceux qui font des réserves font un peu faux aussi. Je vous rappelle qu'on a eu des stocks et des stocks de masques qui étaient périmés également et qu'on a dû jeter. Hein. Ça veut dire que finalement, on a aussi dépensé pour rien. C'est vrai, mais c'est comme une assurance. Votre assurance, vous la payez toutes les années et puis elle ne sert à rien. Sauf que le jour où vous avez un pépin, l'assurance va couvrir tout au moins une partie de vos frais. En gros, c'est une assurance que je prends à ma charge. Mais dans un contexte bien précis, j'ai analysé les risques qu'il y avait autour de ma zone de vie, comment les gérer, comment faire, et puis je compte. Le plus dur, ce qui va coûter le plus cher, c'est en fait, je dirais, ce que j'appelle l'infrastructure. Mettre en place le matériel, faire les bons choix. Ça chiffre relativement rapidement. Un bon filtre à eau, c'est 250 francs, ou 300, ça dépend des modèles. Mais bon. Une cartouche de Mascalia, ça peut aller dans les 40 francs. Mais si vous avez, comme on a eu la fuite de Brome à Firmenich, on peut avoir une autre fuite qu'on ne saura pas tout de suite détecter, ou qu'on ne sera pas au courant, ou qui sera trop importante. Donc, bon. Vous allez le voir venir, mais il y a des églises qui recommandent à leurs ouailles, par exemple, de stocker de la nourriture. Donc le survivalisme a également quelques relents religieux. Croyances religieuses? Alors, il y a pas mal de survivalisme, mais c'est surtout aux États-Unis qui sont très, ce qu'ils appellent les WASP, White Anglo-Saxons protestants, qui eux sont effectivement dans cette démarche. Bon, comme de mon côté, j'ai pas de contact, je dirais, avec des églises. On ne peut pas vous soupçonner. Non, on peut me soupçonner d'un tas d'autres choses, d'intelligence avec l'ennemi. l'ennemi. Parce que je suis inquiet, votre surnom, vous l'avez appelé tout à l'heure, c'est Savage Beast, la bête sauvage. Oui, une bête sauvage est obligée de s'adapter. Les bêtes sauvages vont au plus simple. Oui, mais ça veut dire que vous voulez être le premier dans la chaîne alimentaire, là. Exactement. Donc c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Peut-être. Je ne le vois pas comme ça. Hein. Je le vois pas comme ça. C'est l'instinct de survie. Oui. On ne peut pas parler d'égoïsme ou d'instinct de survie, mais quand on est confronté à un choix, c'est vrai que vous souvenez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous vous souvenez de l'accident qu'il y avait eu avec l'avion militaire dans les Andes, dans les années 70-80 toute l'équipe, c'était une équipe de football, si ma mémoire est bonne. Il y en a eu quelques accidents comme ça. Hein. Où ils ont dû manger leur coéquipier. Leur coéquipier. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Vous seriez prêt à le faire? Je pense. Mais avec un peu de ketchup. Tournez ça à la rigolade, mais vous avez peut-être été confronté à ce genre de problème? Non, pas encore. Vous redoutez? Non. Soit on est dans l'acceptation de faire ce qui est nécessaire pour s'en sortir, soit on est dans le déni. Si on est dans le déni, on ne va pas survivre longtemps.
Vous regardez ce qui s'est produit en ex-Yougoslavie, donc quand il y avait la guerre, en Bosnie, etc., les gens étaient désespérés. Pour une boîte de conserve, vous pouviez passer la nuit avec une femme. Donc c'est éviter d'arriver à ces extrêmes. Et les gens ne sont pas du tout conscients. Ils ont ce réflexe que le gouvernement sera toujours présent. Et non, le gouvernement a besoin d'un minimum de temps pour se mettre en fonction. Et est-ce qu'ils ont les capacités ou est-ce qu'ils n'ont pas les capacités? Je veux dire, la Suisse, on a eu quelques soucis lors du coronavirus pour les mises en place. Même si de l'extérieur, on avait l'impression que tout était lisse et beau, de l'intérieur, il y avait quand même des couacs. On le sait, de gros problèmes actuels sont liés à l'évolution, simplement qu'elle soit technologique ou autre. Le survivalisme, est-ce qu'on peut finalement le comparer au retour à une certaine simplicité, voire même un retour à la nature? Alors, je dirais le survivalisme, on peut utiliser la technologie, c'est même recommandé, de manière à pouvoir avoir le temps d'acquérir, de retourner à ces méthodes ancestrales. Je dirais, on peut retomber facilement à des années 1800-1850. Bon, ce qui a été intéressant avec cette pandémie, c'est que l'industrie, donc l'électricité, n'est pas tombée en panne. On se rend compte maintenant que donc, tout ce qui est eau potable, électricité, ça sera certainement les dernières choses qui tomberont dans notre société. Alors qu'on ne savait pas du tout auparavant. Lors du bug de l'an 2000, j'étais responsable informatique chez des banquiers privés en Suisse. Et donc, on avait ordre d'être dans la salle informatique à 8h du matin pour savoir ce qui se passait. Le 31 décembre, j'étais sur la plaine et après j'étais à l'hôpital souterrain, en poste sanitaire de secours qu'on a appelé les Watts, en train de recevoir des gens qui étaient en mauvais état pour décharger l'hôpital cantonal. On a quand même eu une 50aine d'ambulances qui sont venues et il a fallu gérer ces gens. Donc le lendemain matin, aller à la banque, voir dans quel état était le système informatique, voir ce qui s'était posé. Et pourtant, le bug de l'an 2000, on nous l'avait annoncé comme la fin. Donc j'ai survécu au bug de l'an 2000, aux épidémies d'Ebola, à la grippe aviaire. On peut survivre à tout. C'est quoi la prochaine? Puisque vous êtes au courant de tout à l'avance grâce à votre réseau. Alors, je pense qu'on va avoir des problèmes économiques assez importants. Si on regarde, et c'est lié en fait à la disponibilité du pétrole. À l'heure actuelle, on a une énergie qui est bon marché, entre guillemets, hein, même si c'est cher pour nous à la pompe. C'est une énergie qui reste bon marché par rapport à ce qu'elle nous permet de produire. En fait, du coup, vous stockez de l'essence chez vous? Alors, j'ai de l'essence qui est stockée, ouais, qui me permet de remplir à 2 reprises le réservoir de ma voiture. Ma voiture, de toute façon, je ne descends jamais au-dessous de 75% du plein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Il faut pouvoir fuir. Voilà, c'est une forme de parano, mais je l'assume totalement. Sinon, je me suis déconnecté du réseau électrique, je produis ma propre électricité. Vous pédalez? Énergie solaire. Et puis après, j'ai les esclaves dans la cave qui pédalent. Si j'interprète certains de vos propos, j'ai parfois l'impression que vous avez des idées un peu complotistes parfois. Ah mais totalement. Totalement. Le complotisme, c'est se poser des questions face à une situation. Et on se rend compte qu'il y a un décalage. Il faut arriver à croiser les informations depuis plusieurs angles. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vintage Point. Et en fait, c'est justement les personnes qui expliquent le même événement, mais depuis des angles différents. Ça s'appelle angle d'attaque en français. Et c'est très intéressant parce que l'événement reste le même, mais c'est la vision qu'on a de l'événement. Dans l'endroit où je suis, il y a eu des orages relativement violents, les lignes à haute tension ont été touchées par des arbres qui ont été arrachés, plus de courant. Bon, moi j'avais des lampes de poche, j'ai pu les fournir à mes voisins. Égoïsme? Non. Préparation. Et en fait, dans le monde dans lequel nous vivons, tout nous est acquis. On n'arrive plus à admettre qu'il peut y avoir un problème. Problème technique, problème humain. C'est un réflexe qu'on a perdu. Nos anciens, ils cultivaient la terre. Lors de 39-45, la Suisse a mis en place le plan Wallen, qui nous a permis de nourrir tout le pays.
Voilà, les gens qui à l'heure actuelle possèdent une petite parcelle dans les jardins familiaux, ils peuvent produire une partie de leur nourriture. On peut produire de la nourriture sur nos balcons. C'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place peu à peu. Avoir des réserves d'eau, il peut y avoir un problème de potabilité, ça se produit tout le temps. Hein. Quand on regarde, il y a des contaminations qui ont été faites, on doit purger tout le réseau d'eau, vous n'avez pas d'eau durant 3-4 jours. Et on doit amener des citernes pour que les gens puissent se ravitailler. Quand vous partez en vacances, vous avez combien de kilos de bagages avec vous? Ça, c'est Quand vous vous déplacez. une excellente question. Je suis venu à Genève pour 10 jours, au mois d'octobre. Je suis toujours là, j'ai toujours les mêmes habits, parce que je n'avais pas prévu que je serais obligé de rester. Donc j'ai été totalement coupé de ma base, de mes réserves, de mes préparatifs. Et on est obligé de faire avec. Le jour où il y a un problème qui se pose, peu importe le problème, vous serez obligé de faire avec ce que vous avez et à l'endroit où vous vous trouvez. Donc aujourd'hui, vous êtes en mode survie? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, les gens me voient avec les mêmes habits. C'est un clodo? Non, c'est pas un clodo, c'est que simplement, j'avais pas prévu ce qui s'est produit. Et il a fallu le gérer. Bon, c'est quand même ambitieux que de vouloir prédire tout ce qui va se passer dans le monde quand même. Hein. Prédire, non, ce serait... Pas Madame Soleil. Ni Nostradamus. Voilà. Ni Elisabeth Tessier. Aujourd'hui, vous dites que finalement l'État est passé un petit peu à côté du problème. Vous auriez fait quoi, vous? Pour la Suisse? Oui, pour la Suisse. On remonte en mars 2020. 2020, d'accord, c'est tout le monde chez soi. Distribution de nourriture à toutes les personnes, histoire de pouvoir traiter les gens qui sont malades et laisser passer la vague, ce qui n'a pas été le cas en fait. Donc on a gardé les magasins ouverts, là, la même chose qu'en Espagne, même si on n'avait pas le droit, où il y avait des aberrations, vous n'aviez pas le droit d'aller vous balader sur la plage, où il n'y avait personne. Par contre, vous aviez le droit d'aller faire des achats de la nourriture, vous avez 250 personnes dans le magasin. Il y a eu le problème, un des deuxièmes problèmes qui s'est posé, ça a été la désinfection. Les gens, au départ, mettaient les masques, mais ils ne se désinfectaient pas. Il y a plein de choses, il y a eu des couacs qui ont été faits comme ça. Je veux dire, on n'a pas assez anticipé et on n'a pas pris exemple sur les gens qui avaient résolu le problème. Donc on aurait dû se baser sur ce que les Chinois ont fait. Et pourtant, les Chinois ont mis énormément de sites à disposition avec des manuels, comment construire des hôpitaux très rapidement avec des containers, comment mettre le matériel en place. Mais eux, ils ont une armée. Ici, notre armée, c'est une armée de milices. Donc on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes personnes. Donc typiquement, les infirmiers, ils étaient déjà sur le terrain. Difficile de faire mieux. La protection civile, à l'époque où j'y étais, on avait quand même une structure qui était très 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 efficace. On avait des entraînements qui se faisaient plusieurs fois par année. On voyait ce qui n'allait pas, on corrigeait. Maintenant, je ne sais pas du tout, l'impression que j'ai, vu de l'extérieur, c'est que ça a été une gabegie monstrueuse. Ça a été géré d'une manière totalement amateur. Vous parlez d'armée, on ne peut pas parler non plus d'armée de survivalistes qui a donné de la voix. Hein. On ne vous a pas entendu. Alors, ça dépend. En Espagne, j'ai eu des contacts avec pas mal de gens qui sont dans le survivalisme, mais qui sont des anciens militaires et qui ont mis aussi à disposition des autorités les stocks de ce qu'ils avaient à disposition. Donc de l'aide discrète. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a, une société, une association, un groupement? Est-ce que vous avez des séminaires? Est-ce que vous vous réunissez souvent? Je vous fais une simple remarque là. On va préciser que dans cet entretien radio, il est également filmé en vidéo. Tout à fait. Je vous pose une question qui n'a peut-être rien à voir, mais vous mettez des lunettes noires, c'est pour qu'on ne vous reconnaisse pas? Exactement. Il faut savoir que mes deux métiers, mes deux activités principales sont la sécurité informatique et la protection de personnalité. Donc, à l'époque du président Mitterrand, quand il y avait des personnalités françaises qui venaient à Genève, je les protégeais. En Espagne, j'ai eu énormément de contacts avec des diplomates de la Corée du Nord. Donc, je connais. La Corée du Nord, je connais. Vous connaissez. Je vois ce que l'on peut avoir comme relation avec des diplomates nord-coréens. Voilà, donc. Bon, moi j'ai eu des très très bonnes relations avec. Quand Genève recevait toutes les familles du pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, etc.,
Je m'occupais aussi de la sécurité d'une certaine partie de la famille, je voyageais avec eux. Donc j'essaie de rester discret, on va dire. Et puis, des lunettes noires, tout le monde porte des lunettes noires. Je reviens à ma question de base, est-ce que vous êtes organisé? Organisé. Alors, est-ce qu'il y a une armée? on est tous des paranoïaques des armes. Armée, non. Vous avez des groupes sur Facebook, mais c'est plutôt une mode en fait. C'est le fait de dire « Oh, je fais partie de quelque chose », mais il n'y a rien derrière. Je le disais tout à l'heure, il y a 3 à 5% C'est un des peu gens. le principe des sectes, ça, justement. Ah non, les sectes, vous avez un gourou qui se met plein d'argent dans la poche, et puis vous avez plein de gens derrière. Vous n'avez pas de gourou chez les survivalistes? Aux États-Unis, je sais pas. L'exemple du bonhomme qui est tout content avec sa peau de je ne sais plus quoi, de mouton, Peau de bête. sa peau de bête de se retrouver au centre du Capitole. Non, mais ça, c'était dans les Cévennes. Ah, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne sais pas si c'était un coup de pub ou autre chose. Le fait est que la situation aux États-Unis est quand même complexe. En Europe, ce sont des... Ouais, c'est différent. C'est différent, je dirais, on peut difficilement comparer le survivalisme. Si on regarde aux États-Unis, tous ces gars qui se baladent avec des armes, à la limite, c'est également par instinct de survie, non? Ben, ça peut être un plaisir. Une arme, c'est quelque chose qui équilibre les hommes. Il y a un proverbe qui dit Dieu a créé les hommes, Smith et Wesson les a rendus égaux. Non, les armes, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ça peut être utile en certaines circonstances, mais je crois que ça fait partie de la sphère privée, dans le sens où on voit énormément de gens qui mettent des photos sur des forums, sur Facebook. Je suis survivaliste, j'ai tant d'armes. Ah bah c'est bien, bah maintenant on sait exactement ce qu'ils possèdent et on peut aller le chercher. Donc une certaine discrétion, un certain respect pour les armes, un certain respect pour les connaissances. Et donc s'il y a une organisation, il y a eu des tentatives d'organisation, mais comme c'est toujours, je dirais, l'attitude des gens qui veulent être, je veux être le chef, donc ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, je préfère me débrouiller tout seul que de faire partie d'un groupe auquel je ne vais pas avoir confiance. J'ai des petits groupes, j'ai des petits noyaux. Par exemple, à Genève, j'ai 3 personnes sur qui je peux compter en n'importe quelle circonstance. Voilà, ça c'est mon noyau dur. C'est pas une secte. C'est un noyau social. Voilà. En Espagne, j'ai la même chose. À 300 km de chez moi, j'ai un point de chute où je peux aller, quelles que soient les circonstances. On a prévu du reste, s'il y a une coupure au niveau des communications, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres problèmes et qu'à ce moment-là, il faut se déplacer. Mais ce sont des choses qui se préparent en amont. Tout ce genre de choses, vous devez les discuter, mettre en place, voir comment ça fonctionne, vous comprendre. Pour au moment où vous devrez agir, pouvoir agir de manière sereine. Vous avez peur de la maladie ou de la mort? Non. Donc pourquoi vous surprotégez? Ce n'est pas me surprotéger, c'est pouvoir faire face à une situation où tout sera chaotique. Vous vous souvenez en France, quand il y a eu, justement sous le président Mitterrand, les grèves des camionneurs. La France a failli tomber. Durant 3 ou 4 semaines, il n'y avait plus de ravitaillement. Vous faites quoi? J'ai vécu en Roumanie, je discutais avec des gens qui sont là-bas, et les gens préféraient la période Ceausescu parce qu'ils avaient à manger, ils avaient du travail. C'est curieux. Nous, de l'extérieur, pour nous, Ceausescu était vu comme un dictateur. Et de l'intérieur, la vision est totalement différente. Vous voyez mourir comment? Confortablement, en dormant dans votre lit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu énormément, à une époque où j'étais plus jeune, j'étais plus turbulent, j'ai eu pas mal d'accidents de voiture. J'ai eu la chance, je touche du bois, d'être encore là. Donc, on ne sait pas, hein, ça peut être glisser une marche d'escalier puis se fracasser le crâne. Bêtement. Mais vous n'auriez pas pu le prévoir, effectivement. Voilà. Non, il faut rester dans le domaine du concret. Voir ce qui peut vraiment poser un problème qui est difficile à gérer. On prend le cas de Tchernobyl. J'en avais discuté avec des amis. Je disais, ouais, Fukushima, les Japonais ont fait une merveille au niveau technologique, protection, il n'y a rien qui va se produire. Ah bah surprise. Surprise.
Donc en fait, vous essayez d'apprendre de ce qui s'est passé pour que ça ne se renouvelle pas, ou en tout cas de mieux gérer les situations. pour que ça m'affecte Parce que le moins possible. vous ne pouviez pas prévoir Fukushima, Non, vous tout ne à fait. pouviez pas prévoir le 11 septembre, vous ne pouviez pas prévoir toutes ces choses-là. Non, le 11 septembre, je me souviens, j'étais chez les clients dans le canton nouveau, au niveau informatique, on était en train de discuter d'un projet, on avait les télévisions, puis on voit le premier avion qui se crache, c'est bon, accident, et on voit le deuxième. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, Imprévisible. ouais, voilà. De toute façon, à mon sens, je crois que c'est Marc Aurèle qui a dit que tout est, en fait, la seule chose que l'on peut faire est d'accepter ou de ne pas accepter une situation. Je reprends plus ou moins la phrase, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans un avion qui est en train de tomber, vous n'êtes pas pilote, les portes elles sont fermées, voilà, vous n'avez aucune option. Donc on peut dire qu'il y a du survivalisme aussi intelligent et puis du survivalisme inutile. Il y a encore quelques temps, au moment où il y avait les attaques en France, j'ai croisé des familles avec des gilets pare-balles. Est-ce que vous estimez que ça c'est une bonne idée, par exemple? Alors, le gilet pare-balles, il faut bien comprendre une chose, un gilet pare-balles... Dans la rue, au milieu des gens. On va faire les commissions en mettant un gilet pare-balles. Vous le feriez, vous? Je l'ai fait. Je l'ai fait, mais il était discret. Donc il était sous une chemise, il ne se voyait absolument pas. Le but du gilet pare-balles, c'est de vous sauver, hein, c'est que vous arriviez vivant à l'hôpital, c'est pas autre chose. Or, les gens qui mettent des gilets pare-balles se considèrent comme invincibles. Non, c'est une protection, c'est la dernière protection, c'est tout. Maintenant, on regarde la France, ce qui peut se produire. Vous avez des tirs de Kalachnikov dans certaines cités. Un gilet pare-balles, un gilet simple ne va pas vous protéger, ça va traverser. Bon, ce qui est intéressant à faire, c'est d'aller justement dans des endroits sensibles pour sentir l'ambiance, pour voir comment les gens réagissent. J'ai toujours été me promener dans des coins pourris, parce que j'aime bien. Comme vous cherchez des emmerdes, quoi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Transnistrie. Bon, la Transnistrie est un pays qui n'existe pas. Pridnestrovskaya Moldavskaya Republika. Ça se trouve juste entre l'Ukraine et la Moldavie. C'est une région qui est autonome, qui a ses propres propre timbre, propre monnaie, etc., mais qui n'est pas reconnue au niveau international. On dit que c'est un repère de mafieux, que c'est un endroit qui est dangereux. J'y suis allé, je suis tombé amoureux de l'endroit, j'y suis resté 2 ans. Donc, c'est toujours pareil. Quand j'étais en Moldavie, à un moment donné, j'étais parti, il faisait beau, habillé légèrement, et je me suis retrouvé avec la température qui a chuté de 18 degrés à -2. Et il a commencé à neiger, je suis resté bloqué 1 mois et demi là-bas. J'ai eu de la chance parce que j'avais des amis, j'étais chez eux. 1 mois et demi, on a eu en 3 jours 1,5 mètre de neige qui est tombée. La voiture elle était recouverte, il n'y avait plus de voiture. Et pour manger, on a mangé des kartoshka, des patates. Donc patates au petit déjeuner, patates à midi, l'après-midi, le soir. Et vous êtes content de manger des patates. Parce que sinon, il n'y a rien d'autre. Je dirais qu'un survivaliste, c'est quelqu'un qui va s'adapter. Plus on s'adapte, plus on a de chances de survivre. En fait, c'est surtout les gens qui vont se bloquer, qui vont avoir le moins de chances de s'en sortir. Prenez-le un peu de ma part comme un joke. Oui. Mais je me mets à votre place, je débarque dans un pays civilisé où le commerce marche encore malgré les restrictions, je n'arrive qu'avec un t-shirt et une chemise, je suis là depuis 6 mois. Mon premier réflexe, c'est pas de garder mon t-shirt, le même t-shirt et la même chemise, c'est d'en acheter de nouvelles. Ah non, moi c'est de les laver. Non, j'ai pas les finances pour ça. Faut savoir... Si on est au milieu de la brousse, je veux bien comprendre. Mais il y a quand même moyen. Si vous avez de l'argent, oui. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez dépensé toutes vos réserves, vous n'avez plus les moyens. Donc vous êtes obligé de faire avec ce que vous avez. C'est pas une plainte, hein, c'est juste un fait réel. Comme je disais tout à l'heure. Donc vous avez négocié vos séances de lessive avec des voisins, des voisines. Non, j'ai la chance d'avoir une machine à laver. D'accord. Et encore un stock de poudre à lessive. Ça peut servir.
Non, c'est vrai, il faut prendre les choses, je dirais, avec bonhomie. Il ne faut pas en faire une catastrophe. Quand il y a un événement qui se produit, on l'analyse et on agit après en conséquence. Le gros problème, c'est quand les gens surréagissent et qu'on tombe dans des... On voit les Black Friday aux États-Unis et en France aussi, où les gens se tapent dessus pour acheter une télévision. Et ça donne un ordre d'idée de ce qui peut se produire s'il y a vraiment une rupture de la normalité. Ils vont faire ça, mais pour la nourriture. Tandis que si on a une certaine réserve, eh ben on peut éviter de se retrouver dans des situations compliquées. Pourquoi me mettre dans une situation à risque si je peux la gérer en amont? Quand vous allez faire vos achats, vous prenez une boîte supplémentaire, ça ne vous coûte pas très cher, et puis vous constituez un stock que vous faites rouler peu à peu. Michel Garcia, on arrive au terme gentiment de cet entretien. Pour ceux qui vous ont découvert, pour ceux qui ont découvert les propos d'un survivaliste, quelle image vous aimeriez laisser là, maintenant, tout de suite? Que les gens prennent conscience qu'on vit dans un monde qui est quand même complexe, qu'en effet, un battement d'aile en Chine d'un papillon peut avoir un effet en Europe. Typiquement, on l'a vu avec le coronavirus. Donc, prendre conscience des choses qui peuvent tomber en panne, des choses qui peuvent se produire, sans être catastrophique, et avoir un minimum de préparation. Peut-être avez-vous convaincu les gens aujourd'hui? Il y a moyen de vous contacter, il y a moyen de se manifester? Il y a un forum qui s'appelle le forum survivalismeattitude.com, donc on peut me rencontrer dessus. Donc, si les gens veulent se renseigner, le forum est ouvert, on peut lire les textes, il n'y a pas besoin de s'inscrire, donc c'est une bonne base. On parle de tout ce qui est filtration d'eau, comment constituer des stocks, donc je crois que c'est le mot de la fin. Merci Michel Garcia. À vous, à bientôt.